Bonjour tout le monde et bienvenue à Urgence économique. Aujourd'hui, nous allons aborder un métier ou un art, ça dépend du point de vue, éminemment important pour la réussite des entreprises marocaines, autant à l'échelle nationale qu'à l'international. Commençons tout d'abord par l'international. Depuis des années, voire déjà depuis plus de 2 décennies, le Maroc a entamé une dynamique économique nouvelle, à travers une industrialisation de plus en plus rapide et à travers le développement du concept de Made in Morocco que l'on tente d'exporter à l'international. Or, pour ce faire, le travail de la diplomatie ne suffit pas, car la diplomatie économique implique également un rôle important que devront jouer les entreprises marocaines pour convaincre les investisseurs étrangers à investir au Maroc, ou bien pour convaincre d'éventuels clients à l'international d'importer les produits marocains. Et là, le métier de commercial et le paradigme du commercial, parce que ça va au-delà du simple commercial, devient central. Et puis à l'échelle nationale, beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises se plaignent d'une pénurie et d'un manque important de commerciaux, de talents et bien qualifiés. Et qui de mieux pour en parler qu'un expert dans le domaine. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Karim Kaderi. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors vous avez un parcours atypique. Déjà, à l'international, vous avez brillé avant de revenir au Maroc. Vous avez été chargé de l'aspect commercial de Volvo aux États-Unis pendant 5 ans et on vous a décerné le prix de meilleur commercial mondial chez Volvo aux États-Unis. En Suède, en fait, c'était. C'était en Suède, mais par rapport à vos performances aux États-Unis. Oui. Et puis vous êtes rentré au Maroc, vous avez créé un cabinet d'accompagnement et de formation dans le domaine du commercial, du management et de tout ce qui est relatif au comportemental. Donc là, c'est vraiment une version extra abrégé de votre parcours. Alors, si vous voulez ajouter quelques éléments qui vous paraissent importants. En fait, ce que vous avez dit est parfaitement correct. Oui, j'ai commencé en tant que commercial, donc j'ai appris le côté relationnel avec le client et c'est peut-être ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce côté relationnel qui est pratiquement absent aujourd'hui. Donc j'ai appris ça et plus tard je me suis investi dans la recherche sur tout ce qui est neuropsychologie, donc, et les neurosciences étaient assez nouvelles à cette époque-là. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pratiqué sur le terrain tout ce que j'apprenais pour voir si c'était réel, si ça marchait, etc. Vous l'avez fait au cœur du capitalisme, c'est-à-dire aux États-Unis, là où c'est le plus dur de le faire, où la concurrence est la plus acharnée. En fait, je l'ai fait plus tard. Pourquoi? Parce que quand j'étais commercial, je faisais les choses de manière instinctive. J'avais compris assez tôt que pour vendre, il fallait charmer son client. Et j'avais 2 ingrédients qui étaient naturels, donc je n'ai pas de mérite. C'est que j'aimais ce que je faisais. J'adorais la marque Volvo, j'adorais mes clients. Et donc, pour moi, ce qui était important, c'est que quand le client rentre, qu'il sorte heureux. C'était pas très compliqué. Donc, à ça, plus tard, j'ai ajouté le côté connaissance métier. Donc, je me suis approfondi dans tout ce qui est motorisation, sécurité, construction d'une voiture, etc. Donc, j'avais un bagage assez conséquent de ce qu'est l'automobile. Ça aussi, c'est un volet qui est aujourd'hui absent chez les commerciaux, malheureusement, et ce n'est pas leur faute. On ne va pas les blâmer, j'expliquerai peut-être plus tard. Donc, j'ai marié ces 2 facteurs, l'amour pour mes clients et le désir de les voir heureux, plus la connaissance de mon produit et de mon métier. Donc, non seulement ce que je vendais, mais ma concurrence. Qu'est-ce que c'est que ce marché? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, en faisant ces choses-là, donc je les faisais de manière instinctive. Je pensais que c'était la chose la plus naturelle. Plus tard, je me suis lancé dans les recherches neuropsychologiques et ce qui se passait dans notre cerveau et comment. Et c'est après que j'ai réalisé ce que je faisais bien, ce que je faisais mal. Et là, aujourd'hui, depuis 25 ans, j'enseigne ces choses-là dans les showrooms et pour les services, pour beaucoup de choses. Et puis je rappelle que vous n'avez pas uniquement travaillé dans le secteur de l'automobile, même si vous avez également accompagné d'autres marques automobiles aux États-Unis, mais vous travaillez également avec le secteur pharmaceutique et une pluralité d'autres secteurs. Donc juste pour que le spectateur ne pense pas que vous êtes uniquement dans le domaine de l'automobile, non, vous êtes un expert de la dimension relative au commercial, peu importe le secteur, vous êtes capable de vous adapter et de faire le même travail. Oui, en fait, parce que mon travail aujourd'hui consiste à se pencher sur le facteur humain.
Et comme j'explique très souvent, le produit n'est même pas important en fait. C'est-à-dire si vous allez acheter un iPhone, ben, le iPhone il est bien, il est ce qu'il est. Maintenant, ou le Samsung ou le Oppo, ou le Samsung, la Mercedes, n'importe quoi. Quand vous allez acheter un produit quelconque, ce produit-là n'est pas une variable. Il est ce qu'il est. Pourtant, si on a 15 commerciaux, on voit bien que chaque fin de mois, les résultats ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Alors qu'ils ont les mêmes produits à vendre. Voilà, nous avons des stars qui vendent, je ne sais pas quoi, 5, 10 fois plus que les autres, les moyens et les moins bons, qui ne vendent pas assez, etc., qui se plaignent tout le temps. Donc, vraiment, il faut comprendre que le facteur produit est secondaire. D'accord? Donc, moi, je me penche surtout sur le facteur humain, c'est-à-dire comment je vais charmer cet être humain, comprendre cet être humain, m'adapter à cet être humain. Maintenant que je vends du ciment, des médicaments ou des services médicaux ou de la publicité, c'est secondaire. Je n'ai pas besoin de maîtriser tous les métiers sur lesquels je forme parce que je ne suis pas spécialiste du produit ni du produit qu'on vend. Je suis spécialiste de l'humain. Et donc je comprends que, comme je viens de faire un mailing à mes clients cette semaine, et en fait ça disait quoi? Ça disait, dans une transaction commerciale, qui va acheter, qui va débourser et qui va décider? Ben, dans les trois, bien sûr, c'est le client. Et qui c'est qu'on oublie ici dans notre pays? C'est le client. Quand on rentre acheter, on vous raconte, moi j'ai ça, et on oublie votre tempérament, votre état d'âme, votre mentalité. On répète toujours les mêmes choses sur le produit, espérant que ça colle. C'est pas comme ça. Donc il faut, celui qui va décider, c'est l'humain. Donc si je comprends l'humain, voilà, j'ai fait 50% du trajet. Un autre truc que je voudrais ajouter, si vous le permettez, c'est que le facteur humain, c'est l'effet multiplicateur, comme je dis souvent. C'est si on n'est pas bon en tant que commercial, c'est tu multiplies par 0. Quelle que soit la qualité du produit, tu multiplies par un mauvais commercial égale 0. Donc que ce soit la meilleure marque automobile, la meilleure marque téléphone, mais je suis mauvais, j'ai pas envie de travailler avec toi, c'est fini. Peu importe la qualité du produit, peu importe. Donc si j'ai bien compris, il y a deux éléments. Il y a la constante et il y a la variable. La constante, c'est le produit, qui doit être respecté. C'est-à-dire que le commercial doit faire un travail minimal pour connaître les qualités et les vertus de son produit, ce qui réclame de développer une forme de culture générale autour de son produit. Parce que tout à l'heure, vous parliez de l'automobile, le fait de comprendre la motorisation, la mécanique, etc., implique que le commercial qui vend de l'automobile doit être capable de devenir un petit peu ingénieur, un petit peu mécanicien, en tout cas de cerner son produit. Mais une fois cela fait, il faut passer à la dimension variable, qui est le facteur humain, c'est-à-dire le client avec toutes ses contraintes, sa mentalité, son état d'âme, etc. Et c'est là où tout se joue. Parce que la maîtrise technique d'un produit, beaucoup de commerciaux peuvent la faire. Mais la maîtrise du facteur humain, là vraiment c'est un travail qui doit être fait déjà sur soi-même pour être apte à interpréter, à faire du profiling et à épouser le besoin du client. Et là au Maroc, contrairement à la réputation que l'on a d'être de bons négociateurs dans les bazars où on arrive à diviser le prix par 10, etc., dans les faits, quand on parle aux entreprises, beaucoup se plaignent d'une pénurie de commerciaux talentueux, sérieux, maîtrisant ces dimensions que vous avez évoquées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu exagéré qu'il y ait une pénurie de bons commerciaux au Maroc? Bon, je répondrai déjà par oui, absolument, il y a une grosse pénurie de commerciaux, mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Il y a le volet connaissance produits, mécanique, etc., ou par exemple dans le pharmaceutique, je dois connaître les molécules, les concurrents, etc. Tout ça, c'est encore le facteur humain, parce que l'information est là, mais est-ce que le commercial fait l'effort de s'approfondir dans toute cette information, de maîtriser ça? Donc, encore une fois, c'est le facteur humain. Donc, le facteur humain, déjà, c'est lui, l'humain, le commercial. Voilà. Donc, ça veut dire que, oui, l'information est là. Mais on trouve aujourd'hui que lorsqu'on va voir un produit donné, que ce soit un réfrigérateur ou une montre ou une télé, on va vous raconter les top 3, top 4, top 5 informations qui sont génériques et banales, mais il n'y a pas d'approfondissement. Donc si vous dites, quel genre de stéréo irait mieux avec cette télévision,
Ben, on ne sait pas. Si vous dites, OK, moi j'ai mal au dos, quel genre de suspension vous me recommandez? Aucune idée. Qui a fait fabriquer cette stéréo dans cette voiture? Aucune idée. Donc, c'est-à-dire, on connaît que ce qu'on nous a appris ou qu'on entend tous les jours. Tout ce qu'on peut lire sur un dépliant. Je veux dire, voilà. Le commerçant ne doit pas être un dépliant vocalisé, c'est quelqu'un capable de répondre aux subtilités, aux détails qui intéresseraient éventuellement le client. Et donc maintenant, on revient à la pénurie. Donc vous avez répondu par oui, il y a une vraie rareté de profils talentueux et bien formés. Alors c'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la formation des commerciaux? Est-ce que les écoles ne font pas tout à fait, ne répondent pas tout à fait aux besoins du marché? Ou est-ce un problème de blocage psychologique et de conservatisme au niveau des mentalités qui fait que ceux qui se considèrent comme commerciaux n'ont pas forcément envie d'aller chercher dans les détails comme vous l'avez expliqué tout à l'heure? Ok, en fait, tout ce que vous avez dit est vrai. C'est la résultante de tout ce que vous avez dit. Mais je rebondis sur le mot talent. Comme a dit Jacques Brel, moi le talent, j'y crois pas. Il n'y a que la sueur. Donc c'est pas une question de talent, c'est une question d'implication dans son métier. Moi j'imagine toujours un commercial aujourd'hui qui vendrait de la peinture ou je sais pas quoi, et qui s'implique pas. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui veut apprendre à nager, mais qui ne jette que son petit orteil pour toucher. C'est pas ça. Donc, c'est comme si on devient médecin ou on devient je sais pas quoi. Il faut s'impliquer pour être au top de nous-mêmes. D'accord. Donc, c'est cette implication qui est nécessaire. Maintenant, pour la pénurie, c'est générationnel. Les choses ont beaucoup changé aujourd'hui et le côté vente homme à homme ou femme à femme ou humain à humain a changé parce que nous, les humains, avons changé. Donc, mon analogie qui n'est pas bien recherchée, je ne peux pas dire que c'est une science parfaite, mais mon analogie est que depuis, je sais pas, une centaine d'années, les choses ont commencé à évoluer du côté industrialisation, etc. Depuis 30 ans ou 20 ans, on a développé le côté laptop, notre PC, qui nous a envoûtés. Mais avant ça, il y avait le côté familial et relationnel, c'est-à-dire j'imagine que il y a 50, 60, 70 ans, même quand j'étais enfant il y a 50 ans, chez ma grand-mère, on se réunissait pratiquement tous les jours. Je dis 4-5 fois par semaine. Pourquoi? Parce que un papa de famille avait la capacité de gérer une famille. La femme n'avait pas à travailler, ils avaient 2-3 enfants. Donc, la femme avait beaucoup de temps, donc elle pouvait voir sa sœur, sa grand-mère, sa cousine, etc. Et leurs enfants venaient, etc. Donc, il y avait vraiment un mix dans la famille. On était très frottés l'un à l'autre. Avec le temps, aujourd'hui, les choses étant si compliquées, 2 parents qui travaillent peut-être ne se suffisent pas à gérer une famille et avoir des vacances, acheter une belle maison, etc. Donc, comme la maman travaille, le papa travaille, on n'a plus le temps de voir nos sœurs, nos frères, nos cousins. Donc le lien humain, le lien social s'est estompé. Oui. Voilà. On a moins tendance à rencontrer des gens qui ont les mêmes attraits que nous et centres d'intérêt. Donc d'un côté, et plus tard, bien sûr, est venu le smartphone qui maintenant, aujourd'hui, on a l'information qu'on veut et le monde et l'univers qu'on recherche dans notre poche. On n'a pas besoin de sortir, de rencontrer des gens, de parler. Voilà. Et puis, avant l'Internet, c'est-à-dire quand on parlait à des gens, on gérait également la dimension émotionnelle par le regard, l'expression du visage. Avec l'Internet, le chat, etc., en fait, on parle, on a la dimension verbale, linguistique, mais on n'a plus la dimension émotionnelle, c'est-à-dire du contact physique direct, de l'échange de regards, etc. Donc effectivement, ça aggrave. Mais mon objection, ma question, est-ce que ce changement que vous évoquez au niveau des liens familiaux, au niveau de la nouvelle technologie qui a isolé les gens, c'est valable quasiment pour toute la planète, en tout cas pour les pays les plus développés et les pays en émergence. Mais qu'est-ce qui fait que malgré ce facteur-là, il y a encore des pays capables de produire de bons commerciaux que nous, au Maroc, on n'y arrive pas? Alors, je vais dire que, personnellement, j'ai travaillé aux États-Unis pendant 20 ans. Je ne dirais pas qu'il y a de bons commerciaux non plus. Donc, je peux pas parler de Singapour ou de Chine, oui. Je ne sais pas. Qu'à les États-Unis, Maroc.
Voilà, je connais bien les États-Unis, je connais bien le Maroc. Et ben, vous savez, quand j'ai intégré Volvo aux États-Unis, il y avait 3 autres commerciaux. Un était pas mal, 2 étaient archi nuls. Et ils avaient été là bien avant moi. Donc, un avait 11 ans d'expérience et l'autre 13 ans. Et c'était les 2 plus mauvais. Celui qui était plus récent était meilleur. Et au contraire, aux États-Unis, par exemple, les commerciaux ont la pire réputation. La réputation d'être des manipulateurs et capable de vous vendre n'importe quoi. Mais pour certains, c'est ça être un bon commercial. Donc, c'est important d'évoquer également la dimension éthique. Oui, mais la dimension éthique, et qu'est-ce qu'on entend par bon commercial? Est-ce que c'est un bon menteur? Est-ce que c'est un bon arnaqueur? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait manipuler les gens et dire n'importe quoi pour vendre? Personnellement, ce n'est pas ma définition. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui sait charmer, qui écoute, qui te donne ce dont tu as besoin, il t'apporte des solutions et en plus, il te fidélise parce que nous sommes tous des clients. Donc, si je trouve un bon port, j'y reviendrai. C'est que ce soit un bon restaurant, un bon showroom de montres, de voitures, d'habits. Donc, l'idée n'est pas de vendre, mais de vendre et revendre et revendre et revendre, puis de ramener des gens externes, c'est-à-dire la recommandation. Si je suis satisfait de ce showroom, je peux le proposer à ma femme, qui le proposera à sa copine, et qui le proposera à son mari, qui amènera sa famille. Et c'est ça, c'est une croissance exponentielle. Donc c'est ça un bon commercial, parce que dans le cursus que j'enseigne, je montre très simplement que le but, c'est de travailler moins et de gagner plus. Comment on va faire ça? C'est parce que les gens vont me recommander. Et ce que j'explique aux jeunes commerciaux, je leur dis, écoutez, vous ne gagnerez jamais assez d'argent à parler à ceux qui viennent, qui rentrent par la porte et qui commencent à dire, OK, explique-moi ça, explique-moi ça. Ça, c'est un contingent infime et petit dont tu ne pourras pas tirer un gros profit. C'est-à-dire, il est en train de voir toi, un autre. Par contre, si un client est super satisfait, il m'aime beaucoup, et il m'envoie son frère, ben, c'est lui qui a fait la vente. Tout à fait. Donc le frère vient, c'est déjà vendu. Bien formalisé. Voilà, il n'y a pas d'énergie à dépenser. Le mec, il est heureux d'avoir trouvé un bon port. Donc moi, ce que j'enseigne, c'est comment arriver à, d'un seul être humain, obtenir tout un réseau. Et comme j'explique souvent, chaque humain est un portail vers un autre réseau que tu n'aurais jamais connu autrement. Donc, chaque humain est un réseau qui a un réseau, qui a un réseau, qui a un réseau. C'est l'infini, c'est l'exponentiel. Donc, pourquoi je vais me casser la tête? Je fidélise un qui peut me ramener une forêt. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, j'avais cette image en tête pendant que vous parliez le client qui rentre, c'est un peu le client qui cache le marché potentiel. C'est que vous faites. Il ne faut pas le voir uniquement comme un client. Alors maintenant, avant de parler des remèdes que l'on peut importer, alors parce que vous avez évoqué la rupture générationnelle, le changement d'environnement technologique qui rend plus compliqué le relationnel et le facteur humain. Alors, de par votre expérience, si je vous pose la question de savoir au Maroc, quelles sont les plus grandes gaffes qui vous paraissent être commises par les commerciaux et qui pourraient être évitées, qui sont des gaffes fondamentales et monumentales? Ok. Bon, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'ils ne s'approfondissent pas dans la culture générale de leurs produits, de leur métier, de leur secteur d'activité. Donc, ils n'y connaissent généralement pas grand-chose. Ils connaissent les choses superficielles, c'est-à-dire des titres, etc. La brochure. Voilà, la brochure, exactement. Et encore, parce que très souvent, bon, j'ai eu le privilège d'accompagner quelques entreprises, et justement, quand un nouveau produit sort, on leur donne une brochure sur ce nouveau produit. Ben, vous pouvez me croire que pratiquement aucun ne lit cette brochure. Aucun. Je ne dis pas quelques-uns. Aucun. Donc, parce qu'on n'est plus dans la lecture aujourd'hui. Donc, il n'y a pas cette implication personnelle dans la réussite personnelle. On veut que le client achète et voilà, c'est tout. La deuxième, c'est que on répète les mêmes choses. C'est-à-dire, quel que soit le profil du client, on n'essaye même pas de le comprendre. On répète ces titres dont on a parlé. On va vous répéter par exemple des choses sur un appartement ou sur une voiture ou sur une télévision, mais c'est des choses qui sont génériques. Donc, quel que soit le client, on n'essaie pas de comprendre quel est le tempérament de cet être humain devant moi, à quoi il pense, quelles sont ses valeurs, ses besoins. Moi, je m'éloigne du mot besoin, parce que s'il demande une télé, c'est qu'il a besoin d'une télé. Donc ça, c'est non, après, ce que je veux dire, c'est que s'il s'agit d'une personne âgée, peut-être qu'elle a un problème de vue, peut-être qu'elle aura besoin d'un écran plus grand, ou voilà, donc peut-être de ce point de vue-là.
Oui, voilà. Donc c'est pour ça que le mot besoin, je ne sais pas si c'est le meilleur. Je me permets de résister un peu à ce mot-là, parce que justement pourquoi? Parce que le côté français de la chose, et les Français nous ont enseigné à vendre, et à mon sens, ce n'est pas le bon moyen. Nous a inculqué ce mot, détecter le besoin. J'entends tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a à détecter? Il n'y a rien à détecter. Si je viens acheter un réfrigérateur, ben, il n'y a pas à détecter. Je te dis, je veux un réfrigérateur. Donc, il y a une nuance. Peut-être qu'il veut dire quelque chose d'autre avec ça, mais moi, je veux m'éloigner de ça. Moi, ce que j'essaie de détecter, c'est la mentalité de ce client. C'est-à-dire, si tu me parles à moi, je vais acheter un réfrigérateur. Est-ce que je veux dépenser beaucoup d'argent? Est-ce que je suis ouvert à tes propositions? Est-ce que je ne suis pas ouvert à ces propositions? Est-ce que je cherche le moins cher et j'ose pas le dire? Est-ce que je veux frimer mais en fait, j'ai pas d'argent? Un tas de choses. C'est ça ce que j'essaie de détecter. Donc, pour arriver à ça, il faut écouter ce client, il faut juste être neutre. Par contre, nous, ce qu'on fait ici au Maroc, c'est que quelle que soit la nature du client, on lui répète des choses. Et moi, ce que j'appelle ça, c'est tu lui donnes uquba, tu lui donnes une punition. C'est-à-dire, voilà, monsieur le client, vous voulez ces télés, celle-ci à ça, celle-ci à ça, et celle-ci à ça. Voici l'information, allez vous débrouiller, triez ça, et revenez quand vous avez décidé. C'est pas comme ça. Non, moi, je vais écouter, comprendre, et selon ce que j'ai compris de cet être humain, je vais lui dire, voilà, vous cherchez ça. Celle-ci a la meilleure stéréo, les meilleures sorties, C'est plus dans ce truc. C'est-à-dire là, c'est du conseil qui est vraiment utile et personnalisé. Et je donne toujours l'analogie du médecin. Pour moi, un commercial, c'est comme un médecin. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, quand tu viens chez le médecin, si tu lui dis, j'ai mal ici, il te dit pas, voici le médicament. Ou bien j'ai tous ces médicaments, voilà ce que j'ai étudié pendant ces 7 années. Non, il t'écoute, une fois que tu as fini de parler, il te pose des questions pour mieux comprendre la nature de ton malaise, blablabla, etc. Et des fois, il n'a pas toutes les réponses, il te dit, va faire des analyses. Donc, plus je comprends, plus je peux être précis dans mon ordonnance. Et bien, c'est la même chose. J'ai bien compris que ce mec veut une télé, mais elle est dans une salle très lumineuse, donc je dois lui donner un truc où le noir sort plus, mais il n'a pas assez d'argent, mais la taille, mais. Et alors, basé sur ça, monsieur, je vous propose ça, qui donne ça, et ça, qui donne ça. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de voir. Mais c'est ça le conseil. Mais ce n'est pas juste donner des informations, comme vous avez dit, lire une brochure et à vous de trier l'information. Ça, c'est le deuxième défaut. Là, déjà, ça réclame du comportemental, un peu de psychologie, un peu d'écoute, beaucoup plus d'écoute que de paroles, des fois. C'est la chose la plus dure. On va y revenir. C'est la chose la plus dure, c'est l'écoute, l'adaptation. Et on peut en parler. Le troisième élément qui est très, très simple à changer et qui est crucial et qui annule des ventes, c'est l'accueil. Nous sommes vraiment mauvais dans le côté accueil dans ce pays. Nous sommes nés, en tout cas moi je suis né pendant les années 60 où nos parents nous disaient, il faut dire bonjour, il faut sourire, va faire un bisou à la grand-mère, à la voisine, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on ne sait même pas dire bonjour. D'accord. Donc, quand on rentre dans un magasin, par exemple, ou dans une assurance ou un truc comme ça, on n'est pas accueilli avec hey, welcome, on est heureux de vous voir, bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour vous? De l'abnégation, il n'y a pas de ça. La froideur, On est vraiment, sans le dire, on te fait sentir que vraiment, tu nous tapes sur le système. Qu'est-ce que tu veux? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ce n'est plus vraiment du service, c'est vraiment de la torture. Donc, et bien sûr, quand tu me fais ressentir ça, je suis moins à même de poser des questions. Parce que je me dis, si je pose des questions, il va s'énerver, je le dérange, etc. Donc, l'accueil, le bonjour avec un sourire neutre et humain, tout ça, on ne sait pas le faire. Et on sait bien que, que le dit l'adage américain, you never get a second chance to make a first impression. Ça veut dire que tu n'as pas une deuxième opportunité pour faire la première impression. Donc, la première impression, si tu rentres dans mon magasin et je t'ignore, là, tu as créé l'attention. D'accord? Alors qu'il est très simple, je renseigne un truc très simple quand je fais le retail, c'est-à-dire quand j'enseigne les gens du mall ou un truc comme ça. Et ils disent, mais oui, il y a des gens qui n'aiment pas. On ne fait pas ça. Tu dis bonjour avec un sourire et tu donnes un petit peu d'espace. Après un moment, tu dis, prenez votre temps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ça dit,
on reconnaît votre présence, on est heureux que vous soyez là, etc., etc. Et si le client s'attarde, on va chez lui après 2, 3, 4, 5 minutes et on dit « Est-ce que vous avez des questions ?» C'est tout, c'est tout simple. Mais ça, c'est devenu surhumain aujourd'hui. Oui. Et donc, puis, hier en off, on parlait d'un truc, j'aimerais bien que vous le partagiez avec nos spectateurs, le rapport à l'espace également, qui revêt un caractère psychologique. Parce qu'effectivement, quand on a une famille qui arrive avec des enfants dans un bureau de vente, etc., s'il n'y a que 2 chaises, il n'y a pas d'autres éléments, alors j'aimerais bien que vous en parliez. Vous pouvez faire fuir le client. 100%. Parce que, en fait, le côté confort est très important. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que vous avez parlé des chaises. Imaginez que je vienne acheter un appartement avec ma femme et mon enfant s'ennuie. Est-ce qu'il va me laisser me concentrer? Pas du tout. Et qu'est-ce que j'ai de plus important que cet enfant? Et donc, je sais que je vais souffrir le martyre s'il s'ennuie. Donc, je recommande toujours à mes clients d'avoir un espace pour enfants, un petit playground. C'est vraiment, c'est un petit investissement qui en vaut la chandelle. Donc, il faut absolument faire ça. Le nombre de chaises, vous avez parlé, très souvent quand on vient acheter une voiture ou un appartement, il n'y a que 2 chaises, mais en fait, très souvent, tu ramènes ta grand-mère, ton frère, ton cousin, et là, si on est 4 ou 5, si moi je suis venu avec ma famille et je vois qu'ils se tiennent debout, ma conscience ne me laisse pas me concentrer parce que je me dis, moi je suis en train de gérer mes problèmes ou de comme on dit en arabe, mais mon frère il est debout, donc je ne vais pas pouvoir me concentrer et m'approfondir dans cette transaction. Donc il est important que le commercial fasse attention à toutes ces choses-là et qu'il prenne très au sérieux le confort et l'ambiance qu'il crée. Ça, c'est d'un côté. Il y a aussi une étude qui a été faite aux États-Unis qui a montré que le côté confort était important. Donc, c'est-à-dire, ils ont créé un showroom où ils accueillaient des clients qui allaient acheter je ne sais quoi, et dans 100 cas, ils ont mis des chaises très inconfortables, des chaises en plastique dures, inconfortables, etc. Et ils ont fait la même chose avec 100 clients qui étaient installés dans des chaises vraiment très confortables. Et ils étaient très à l'aise. Et bien, ils ont vu que le taux de closing était monté de 30 à 40%. Donc, ça veut dire que notre confort est important. Et ça, je le montre à mes étudiants quand je forme. Je leur dis, écoutez, imaginez que je vous donne cette formation. Maintenant, tenez-vous debout. Voilà. Je vais vous raconter la même chose. Et combien vous allez retenir? Pratiquement rien. Parce que quand on n'est pas à l'aise, j'ai mal aux jambes. Voilà. Et je leur dis très souvent, vous, quand vous avez une affaire à traiter avec un client ou un ami, tu as une bonne idée, tu veux lui raconter quelque chose. Est-ce que tu lui dis, viens, on se tient debout au coin de la rue? Non, voilà, on va au café. Ouais. Ah, on a le café, on est bien. Là, on peut discuter. Et les plus grosses affaires du monde sont traitées où? Dans les meilleurs endroits, dans les meilleurs golfs, les meilleurs restaurants, etc. Donc, il y a un côté ambiance. Donc, oublions le fait que la transaction, c'est des chiffres. Il y a le côté ambiance. Si tu ne m'amènes pas à cet état, cette situation de confort global, confort pas uniquement physique, mais confort en termes émotionnels, en termes psychologiques, etc. Si tu ne le fais pas, on n'arrivera pas à la transaction. Si je comprends bien, en fait, ça se joue à quelques petits détails. C'est-à-dire que là, j'aimerais aborder la question du remède. Parce qu'en fait, peut-être qu'il ne faut pas grand-chose en apparence pour résoudre le problème et améliorer les performances de nos commerciaux au Maroc, à condition qu'ils le veuillent bien. Parce que là, il y a également la question de la résistance. Et donc, que faut-il faire concrètement pour débloquer la situation au Maroc? Parce qu'on a des gens, effectivement, qui ont un talent pour parler, etc. Est-ce qu'il leur manque que des petits détails ou est-ce que c'est en apparence des petits détails, mais c'est beaucoup plus complexe? Alors, quand on parle du retail, de la vente détail, c'est-à-dire si je vends une voiture ou un PC ou un fauteuil, en fait, c'est ce fauteuil qui m'attire. Ce PC, si tu sais m'expliquer ce qu'il y a dedans, et j'en ai besoin, c'est-à-dire il a vraiment un gros morceau du travail est fait par le produit. Donc, il faut juste que toi, tu aies une valeur ajoutée. Et j'explique toujours, et c'est ce que j'explique, c'est l'effet toboggan. L'effet toboggan, c'est quoi? C'est-à-dire, si je suis excellent, tu viens chez moi, c'est comme si tu rentrais dans un toboggan. Je ne peux plus t'arrêter. Je suis tellement bien, c'est joli, tu glisses jusqu'à la conclusion parce que c'était juste
vraiment un parcours magnifique. Il y a le côté où tu n'as pas de valeur ajoutée. Toi, tu ne sers à rien. Moi, je vais acheter cette tablette. Je vais te poser toutes les questions. C'est moi qui fais l'effort. Donc, pour moi, c'est un truc parallèle. Tu rentres et il y a quand le commercial est vraiment nul. Et c'est là, c'est comme si je m'accrochais, je me montais vers l'Himalaya. Le sommet, c'est moi, je dois combattre la nullité de ce commercial pour pouvoir acheter ce truc dont j'ai besoin. Donc, moi, je favorise bien sûr l'effet toboggan. Est-ce que je fais ça? Maintenant, est-ce que c'est des petites choses? Oui, il y a des petites choses. Comme l'accueil, c'est un truc simple. On va apprendre. Et là, vous savez, l'humain développe la mémoire procédurale, qu'ils appellent muscle memory, la mémoire du muscle aux États-Unis. C'est que quand tu fais la chose et tu répètes. Donc, je fais des exercices avec de l'accueil. Et jusqu'à ce que ça devienne naturel pour toi. Parce que, vous savez, si j'ai jamais accueilli, parce que j'ai honte, parce que c'est pas ma culture, parce que tous les gens qui m'entourent sont comme ça, c'est très difficile pour moi de changer, même si c'est un truc banal. Donc, on va les former sur l'accueil jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et en fait, ils vont récolter toutes les bonnes choses de ce bon accueil. C'est-à-dire, dès qu'ils vont commencer à le faire, ils vont voir que les gens sont... Ouais! Et ils vont voir que les clients sont plus heureux, ils sont moins tendus, que l'expérience client et l'expérience vendeur est meilleure, etc. Donc, tout va s'arranger. Maintenant, d'où ça vient tout ça? Ça vient de la mentalité, du mindset. Donc, nous, avant de passer au côté pratique, je passe toujours par le côté comportemental et mental. D'accord? Ça veut dire quoi? On doit convaincre. Et je donne toujours une analogie, je dis à quelqu'un que, imaginez que vous soyez musulman et que votre ami qui est norvégien ne l'est pas. Et maintenant, vous voulez le convaincre de devenir musulman. Si vous commencez à lui dire, écoutez, il faut faire vos ablutions comme ça, il faut faire ça, il faut prier comme ça, il y a que 5 prières, ben vous pouvez être sûr qu'il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que vous avez sauté la partie la plus importante, qui est la partie foi, croyance. Donc, ça doit venir de lui. Donc, avant de commencer à montrer aux gens comment faire l'accueil, je dois changer leur mentalité. Donc, je travaille d'abord sur ça, on va secouer les croyances, on va vraiment les effacer et on va les aider à voir les choses autrement. Une fois qu'ils ont compris, c'est comme ce Norvégien, maintenant qu'il a compris, c'est lui qui va commencer à demander « Comment je dois faire ça ?» Voilà, il va rechercher. Tu l'as mis sur les rails. Maintenant, c'est ça le travail. Donc, avant de parler pratique, parlons croyance, foi, comportement, une nouvelle vision de ce qu'est le travail d'un commercial. D'accord. Alors il y a deux éléments. Il y a premièrement un effort d'ouverture d'esprit que doivent faire les commerciaux pour changer de mindset, etc. et aller chercher les gens compétents pour les aider à le faire. Mais il y a également le rôle du chef d'entreprise qui doit peut-être mieux valoriser le métier de commercial et investir dans la formation du capital humain dans le métier de commercial. Parce que pour beaucoup, je ne sais pas, mais disons pour certains chefs d'entreprise, bon, un commercial, c'est comme du prêt-à-porter, c'est-à-dire peu importe son parcours, etc., tant qu'il arrive à vendre, tant qu'il fait du chiffre. Alors peut-être qu'il faudrait revaloriser le rôle du commercial dans le mindset même du PDG, du DG, des actionnaires, etc. Il y a un peu de ça. Vous savez, vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas 100% raison. Il y a un côté où, oui, l'entreprise doit faire telle et telle chose pour valoriser ce poste, pour lui faciliter la tâche, etc. Bien sûr, parce que vous savez, comme je le dis souvent, c'est une phrase qui émane d'un adage américain, votre force repose sur votre maillon le plus faible. Donc, maintenant, si le management n'est pas bon, c'est un maillon faible, bien sûr, l'entreprise ne va pas réussir. Maintenant, tous les maillons doivent être renforcés. Donc, d'un côté, oui, le management, et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les entreprises, les DG, les patrons, etc., pour créer une atmosphère propice à l'achat. D'accord, très important. Maintenant, il y a aussi le rôle de l'humain. C'est-à-dire, moi, je suis commercial. Si je ne vends pas, c'est moi qui ne gagne pas. Donc, je dois m'impliquer dans mon succès à moi. Maintenant, si je ne le savais pas, et si je ne savais pas qu'il y avait une alternative, c'est normal, je ne vais pas évoluer. Bon, donc maintenant, si on forme ces gens-là, il faut qu'ils s'impliquent. Maintenant, très souvent, ce que je trouve, c'est que beaucoup d'entreprises forment, mais pas très bien. C'est-à-dire, je leur dis, écoutez, si moi, vous voulez me former sur quoi que ce soit, par exemple sur le marketing digital, j'aime, mais si tu ne m'accompagnes pas par pas, pendant un bon moment jusqu'à ce que je sois sur les rails,
ça ne sert à rien. Tu vas m'apprendre un truc, tu disparais, et je donne toujours l'analogie de quelqu'un qui va apprendre à jouer au piano. Si je te montre comment jouer pendant 2 heures, voilà, et je pars, et je reviens dans une semaine, tu n'as pas pratiqué, non, il n'y a pas de progrès. Il faut absolument de l'accompagnement. Donc, c'est-à-dire les compagnies, les entreprises doivent investir dans un cursus d'accompagnement, pas des formations. La formation reste de la théorie parce qu'on ne touche pas au truc. Même si on fait des ateliers, c'est très bien. Et certains membres de cette équipe vont avoir un déclic et être lancés tout seuls, il n'y a pas de problème. Mais d'autres doivent être accompagnés sur la durée. La plupart. Donc, on doit créer des cursus qui commencent par une immersion où je vois comment l'entreprise travaille. Puis, on passe au côté formation, puis à l'accompagnement sur le terrain. Et je le fais avec beaucoup d'entreprises, je sors avec les commerciaux, je les observe, on fait du coaching. Et qu'est-ce que ça veut dire que le coaching? Ça ne veut pas dire que je sais faire mieux que lui. Je donne toujours l'analogie de Messi. Messi est un très bon joueur de foot, mais il est un coach. Et le coach a le privilège de le voir de loin et de l'observer quand il n'est pas conscient. Et il lui dit, voilà comment tu peux devenir un meilleur Messi. Donc c'est ça mon job. Mon job n'est pas parce que je t'accompagne en train de vendre du ciment, c'est que de dire que je sais mieux que toi. Non, je peux t'aider à être une meilleure version de toi. Donc tout ce cursus est excellent, est important. Là, tu as des gens qui vont se distinguer. Boum. Ça, là, on est bien parti. Donc il y a l'implication du commercial lui-même et la stratégie, la stratégie de l'entreprise. Alors, on va conclure avec l'international parce que c'est un sujet également important et où le commercial a un rôle à jouer. Commercial dans le sens large, parce qu'effectivement, ce que vous expliquez, c'est que la dimension du commercial dépasse le métier en lui-même. C'est toute l'entreprise qui doit réfléchir en termes commerciaux, accompagner, voilà, toute une chaîne. Alors, à l'international, on est confronté à d'autres cultures, à d'autres mentalités, etc. Que doit faire le commercial pour apprendre à épouser et à s'adapter aux différentes valeurs, aux différentes mentalités? Est-ce que ça réclame des formations particulières, un effort particulier? Ce qu'on appelle la communication interculturelle, etc. Ok. La formation est excellente, très importante. Donc, j'ai beaucoup formé sur ça. Comme je vous ai dit, il y a le côté comportemental. On va voir les typologies d'êtres humains. C'est-à-dire, quelle que soit la culture, parce que j'explique très souvent, dans l'humain, il y a le côté un côté qui nous réunit tous, c'est-à-dire moi et une femme au Vietnam ou un monsieur au Gabon, on a certaines choses qui sont les mêmes, c'est-à-dire les 3 parties de notre cerveau, c'est-à-dire je dis très souvent, je donne un exemple simple, je vous dis, vous, si je vous dis, épelez-moi Casablanca en sens inverse. Vous allez être perdu. Pourquoi? Parce que vous avez dû passer d'un côté de votre cerveau à un autre. Ça, c'est tous les êtres humains. Donc, moi, je vais vous montrer comment vendre sans passer par ce côté-là. Parce que là, si tu réfléchis, tu es bloqué. Donc, il y a ce côté-là. Il y a un autre côté qui est justement culturel. Et même dans le culturel, c'est-à-dire, moi, ma formation que je fais au Maroc ne marcherait pas au Vietnam. Parce que je n'ai pas les ficelles que je peux tirer. Donc, comment je vais faire? Je dois aller au Vietnam. D'accord? Je dois aller au Vietnam, ou bien vivre au Vietnam, ou faire plusieurs voyages, m'entretenir avec des gens. Là, je vais avoir plus. Il faut une immersion, comme vous avez dit tout à l'heure. Absolument. Moi, j'ai formé en Algérie, j'ai formé en Afrique, j'ai formé aux États-Unis. Donc, je sais que si tu ne comprends pas la culture, tu ne vas pas pouvoir parler le langage. Donc, on a parlé du premier volet qui est universel. Donc, il faut maîtriser ça. Après, il faut faire l'immersion dans une culture. D'accord, je travaille aujourd'hui avec un labo pharmaceutique qui travaille beaucoup en Afrique. J'ai fait le déplacement et je vois comment maintenant ils communiquent parfaitement parce que c'est des gens qui vivent avec ces gens-là. Il faut comprendre leur humour, leur trait d'esprit, il y a beaucoup de choses, effectivement. Et les choses qui peuvent annuler une vente parce que tu peux faire un truc totalement innocent. Moi, je trouve ça offensif. Oui. Voilà. Et ça, c'est même au Maroc, dommage. Donc, et aussi, il y a le côté homme-femme. Par exemple, une femme arabo-musulmane n'est pas comme une suédoise. Donc, même dans le côté homme-femme, il y a des subtilités et des susceptibilités auxquelles il faut faire attention. Il faut les comprendre. Et il y a le troisième truc qui est le côté humain, c'est-à-dire individuel. Alors, ça aussi, il faut le maîtriser. On voit toujours que quand on a des enfants, même si on a 2 enfants, et ils naissent, et c'est tous les 2 des garçons, eh bien, ils n'ont pas du tout le même tempérament. Donc, il faut comprendre comment communiquer avec chaque type de personnalité, ce que j'appelle les codes PIN. Donc, l'immersion est importante.
Donc si je résume rapidement, il y a 3 strates ou 3 niveaux à maîtriser. Il y a le premier, c'est le dénominateur commun, propre à toute l'humanité. C'est relatif au cerveau, etc., la dimension neuropsychiatrique. Le deuxième élément, c'est la culture, l'environnement culturel, les traits d'esprit, l'humour, le langage, etc. Et puis le troisième niveau, c'est l'échelle individuelle, parce que chaque personne est unique, chaque personne a son propre tempérament. Et donc c'est les 3 qu'il faut maîtriser et prendre en compte dans une démarche de synergie. Tout à fait. D'accord. Donc d'où l'intérêt peut-être d'encourager, à l'échelle des politiques publiques, comme d'autres régions le font, d'encourager le voyage des jeunes, les échanges étudiantins, de les envoyer en Amérique latine, en Chine, au Japon, en Europe, etc. De faire venir d'autres jeunes, rencontrer des jeunes au Maroc, etc. Donc c'est peut-être là également l'intérêt de cette mobilité des jeunes et d'encourager la mobilité des jeunes. Oh que oui, vous avez dit la chose la plus importante. Le voyage, c'est la meilleure des cultures. Hein. C'est mieux que lire un bouquin. Hein. Donc oui, donc je ne peux dire que oui, parce que c'est absolument important. Voyager m'a changé. Je suis sûr qu'il en a fait de même pour vous. Donc oui, ça c'est la chose la plus importante. Et surtout si on va faire du business dans un pays, je pense que essayer d'y aller tout de suite, essayer de vendre, ça va être assez délicat. Aller faire une immersion, connaître la culture est beaucoup plus important. On fait des salons, etc. C'est très important, mais plus on passera de temps, plus on comprendra les codes qui sont invisibles. Ici au Maroc, Dieu sait que nous en avons des codes qui sont invisibles et c'est pour ça que je dis à beaucoup d'entreprises, quand je suis rentré au Maroc il y a 15 ans, j'essayais de vendre mes formations et beaucoup de gens étaient choqués par mon approche parce qu'ils étaient habitués à l'approche française qui est très rigide, procédurale, avec beaucoup de textes et beaucoup de choses. Et la mienne était beaucoup plus terrain, américaine, mais vraiment, moi je dirais, je préconise la formation marocanisée. C'est ce que je dis, parce que justement, je ne veux pas être ni américain, ni français, ni marocain, ni chinois. Je dois apprendre les meilleurs benchmarks de tout le monde. C'est comme ça que je peux devenir une meilleure version de moi-même. Donc voilà, donc je comprends et j'essaie de m'adapter. C'est pas à l'audience de s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à mon audience. C'est la même chose pour la clientèle. C'est pas au client de s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à lui. Donc mon approche recevait beaucoup de réticence. Alors peut-on dire que la formation française, parce que vous parlez de rigidité, de résistance, a pour défaut une forme de rigidité, de dimension procédurale qui empêche une fluidité qui permettrait au commercial d'épouser le client, son environnement? Peut-être que la formation française marche en France, mais on a parlé justement de côté culturel. Très souvent, je recommandais à mes clients de bien considérer le choix du formateur. Parce qu'un formateur français qui va nous enseigner à vendre des appartements ou des voitures ou des tableaux va donner des codes justement qui ne sont pas adaptés. Parce que lui-même ne comprend pas et il ne peut pas comprendre, comme j'ai moi-même avoué que je ne pourrais pas former des gens au Vietnam parce que je ne connais pas la culture. Ces gens-là, s'ils n'ont pas compris les codes invisibles du Marocain, ne peuvent nullement nous enseigner comment vendre à des Marocains. Peut-être que leur système marche français à français, mais français à marocain, ça marche pas. De plus, j'avais trouvé que beaucoup de formateurs et d'étudiants qui prenaient ces cours avaient été formatés. Donc, le formateur essayait d'être, j'appelle ça franconisé, et donc il parlait comme un français, mais c'était pas naturel pour lui. Et celui qui écoutait prenait un message encore franconisé qui n'est pas adapté à lui. Donc tous les deux étaient dans une espèce de mascarade, à mon avis, qui ne pouvait nullement aboutir. Parce que quand tu vends à Mustafa, Fatiha et Mohamed, ces techniques ne vont vraiment pas marcher. Et quand je formais des jeunes et je parlais de mon système, ils disent exactement, oui, mais on nous a dit. Et vraiment, je voyais cette lueur d'espoir, en fait, parce que le système qu'on leur avait insufflé et inculqué ne pouvait pas marcher. Après 3 minutes, il faut donner une facture, il faut dire ça, il faut dire monsieur, et là le 360, et je ne sais pas quoi, le client vert, le client rouge, etc. Des choses qui étaient tellement carrées qui ne sont pas adaptées. Donc, vraiment, il était important de reconsidérer le choix de son formateur. Et pour moi, si tu vas former des Marocains, il faut ou bien un Français qui a vécu au Maroc, qui comprend, voilà, qui nous connaît bien, ou bien un Marocain. Tout simplement. Donc, pour conclure, par rapport à cet aspect-là, donc c'est bien
de découvrir d'autres cultures, de faire des benchmarks, des différentes méthodes à l'échelle mondiale. Mais au final, il faudrait faire émerger une manière marocaine de former les commerciaux, c'est-à-dire de maroccaniser peut-être en empruntant des méthodes et des outils, mais de les intégrer dans le terreau culturel, intellectuel, mental de notre univers marocain afin de produire et de former des commerciaux faits pour les Marocains, et puis ça n'empêche pas de former des commerciaux faits pour le Vietnam, faits pour ailleurs, en fonction de l'objectif qu'on leur assigne. Et je voudrais ajouter un truc, justement, ma société personnellement, elle a toujours été appelée Natural Selling. Ça fait 25 ans que je l'ai. Pourquoi? C'est vendre naturellement. Donc, non seulement une dimension marocaine, mais une dimension individuelle, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué en off hier, vendre c'est quoi? C'est quoi ce que j'enseigne moi? Ce que j'enseigne, c'est vendre naturellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si je vous enseignais le français, ok? Et je vous apprenais tout. Je vous enseignais la syntaxe, la grammaire, la conjugaison, etc. Vous avez appris à parler. Je ne vais pas vous dire que dire, à qui, quand. Vous avez parlé? Faites ce que vous voulez. De forger les phrases. Voilà. Maintenant, je vous enseigne l'art de la vente, vraiment les fondamentaux. Je ne les appelle pas les techniques de vente, mais les fondamentaux de l'excellence commerciale. Une fois que tu les as appris, c'est comme si tu maîtrisais la langue de Molière. Maintenant, va dire ce que tu veux, à qui tu veux, quand tu veux, selon ton caractère. Parce que moi, je ne pourrais pas vendre comme vous n'allez pas vendre comme lui. C'est ça. Et c'est ça le côté naturel. Merci infiniment, Karim Kadiri, d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces conseils et éclairages. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouvel épisode.